Avant-dernier sujet, si Alain Tranois nous rejoint, c'est celui au fond de ce que moi j'appelle l'industrie. Alors, peu importe la définition de l'industrie, il y en a beaucoup. Il va y avoir un livre qui va s'appeler L'industrie sans usine, l'économie sans usine. Enfin bon, c'est l'idée que l'industrie, la frontière, il se trouve que les statistiques sont faites aujourd'hui plutôt sur l'industrie manufacturière et que c'est un bon proxy de ce qu'on peut appeler l'industrie. Dans les faits, c'est une énigme totale. Première remarque. Énigme parce que, en dépit du fait que l'ensemble du monde industrialisé et des pays de l'OCDE se désindustrialisent, la part de l'industrie diminue, sauf en Allemagne, mais partout. J'allais dire, indépendamment de ça, on s'aperçoit que la France a une histoire qui est incroyable, inimaginable, d'affaiblissement, de délitement de son industrie sur à peu près tous les secteurs, et notamment sur le secteur des biens d'équipement, qui est, j'allais dire, assez inexplicable, ou plus exactement, dont les explications sont très nombreuses. J'y reviens dans un instant. La fin de l'année 2017 a été favorable. Alors tout le monde commence à pousser un soupir de soulagement. On a un taux de croissance de l'industrie manufacturière qui est pas loin de 4%. On avait l'impression que enfin cette espèce j'allais dire, damnation du marché de l'emploi, des emplois industriels en France, des moins 50 000 par an, cessé, qu'on avait à peu près trouvé une sorte d'équilibre. Il n'empêche que le juge de paix, c'est la capacité que le secteur industriel, défini plutôt comme secteur manufacturier, exporte, et la part de ce que la France continue à exporter dans l'ensemble de la zone euro, pas dans l'ensemble, mais dans le monde, mais à partir de la zone euro, continue à diminuer, puisqu'on est désormais à un peu moins de 12%, ce qui est inimaginable. Donc le diagnostic demeure terrifiant. Et il se traduit évidemment par la contrainte majeure que nous avons sur notre commerce extérieur. Alors par rapport à cela, au fond, je trouve que conceptuellement, intellectuellement, il faut surmonter deux difficultés. La première, c'est de se débarrasser de ce que j'appellerais les oripeaux de ce qu'on appelle la politique industrielle, qui est quand même très caricaturée. Alors, la politique industrielle à la française, c'est toujours Bull, alors que Bull, c'est pas demander à Thierry Breton ce qu'il en pense, mais c'est toujours une vision d'un État qui se substitue de manière maladroite à la clairvoyance des industriels privés, et c'est le fait que l'on développe des champions nationaux qui, au fond, sont là pour porter, j'allais dire, notre étendard. Tout ça est une vision évidemment très ancienne, caricaturale, et en réalité assez stupide. La deuxième difficulté qu'on a, elle est plus intéressante, c'est de savoir quel est le rôle du progrès technique ou au fond de toutes les évolutions technologiques majeures que nous sommes en train de connaître, et notamment le numérique, dans la capacité de rebond de l'industrie française. Alors là-dessus, les débats sont compliqués. La vision, en tous les cas, de celle de notre président est sûrement très cohérente, et sûrement celle au fond, de se dire, c'est pas l'industrie qui compte, c'est la capacité de développer des secteurs qui sont des secteurs de nouvelles technologies un peu partout, et on va le voir dans un instant dans ce qui a été proposé dans les différents documents qui ont été faits. C'est une vision de l'affaire. Moi, je me suis appuyé sur des travaux très intéressants faits par McKinsey et qui montrent à quel point on peut reprendre une large partie des secteurs industriels traditionnels et voir, non pas comment on peut reconstruire un système productif équivalent à celui qu'on a connu il y a 20 ans, bien entendu que non, mais de voir comment on peut-être modifier quelques aspects qui continuent à se déliter, et peut-être pouvoir rebondir sur des domaines qui apparaissaient au fond comme des domaines définitivement perdus. Je rappelle que le plus bel exemple de reconstruction d'un système industriel, c'est quand même la construction navale. Pour ceux qui ont mon âge, ils se souviennent à quel point les chantiers navals, j'ai fait partie dans des cabinets ministériels où on rayait les deux chantiers, celui de La Ciotat et celui de Saint-Nazaire. C'était considéré comme tout à fait ringard pour suivre ça. La preuve est faite que tout ça, l'histoire n'est pas aussi facile et n'est pas écrite. Par rapport à ça, les gouvernements, que ce soit François Hollande ou
où Emmanuel Macron ont développé deux stratégies assez fortes. La première, c'est celle du programme d'investissement d'avenir, ce qui était au départ, je crois, de 37 milliards d'euros, et qui a fait bien son boulot essentiellement sur le domaine de l'enseignement supérieur. Pas mal. Sauf peut-être sur le plateau de Saclay. Enfin bon, le désordre des hommes fait que c'est très compliqué de réussir sur tous les domaines, mais il y a des choses formidables comme PSL, permets-moi de dire, pas uniquement PSE. J'étais long pour laisser Alain arriver et reprendre son souffle. Et puis, à la suite de ça, le rapport de notre ami Jean Pisani sur le grand investissement. Et j'ai un désaccord par rapport à cette démarche. Quand on prend ce rapport qui est très bien fait, il consiste à dire je vais en fait investir pour moderniser la société française et je vais la moderniser en réalité dans 4 domaines qui sont la compétence, qui sont la technologie, qui sont la réforme de l'État et qui sont le 4e qui est la transition énergétique. Très bien. Et tout ça se fait à travers des crédits qui désormais sont redonnés au ministère, chaque ministère ayant la possibilité finalement de dépenser ces crédits qui sont en réalité sauvegardés quoi qu'il arrive. Ça, c'est le point important. Et on aboutit à ce chiffre qui est de 57 milliards, parce qu'on récupère les 10 milliards, il y a 47 milliards, plus les 10 milliards qui étaient les 10 milliards non totalement utilisés du PIA 3. C'est une vision qui est une vision, en fait, c'est tout à fait logique, qui a inspiré la démarche d'Emmanuel Macron, mais qui, de mon point de vue, ne résout pas 2 problèmes. Le premier sujet, c'est que si on veut, par exemple, essayer de revenir un peu, pas totalement, mais un peu dans le domaine des biens d'équipement, qui est absolument majeur. Je veux dire, il suffit de regarder le commerce extérieur des derniers mois pour savoir où est-ce qu'on importe, où est-ce qu'on exporte. Si on veut essayer de se retrouver finalement au-delà des problèmes de compétitivité, une capacité à rebondir en utilisant les nouvelles technologies, il faut bien que une large partie de ce financement soit dédiée, soit concentré sur des secteurs industriels. Ceci signifie 2 choses, c'est qu'on identifie clairement le domaine, de ce qu'est le soutien à l'industrie, et en quoi les nouvelles technologies permettent de rebondir, et non pas le développement de nouvelles technologies pour elles-mêmes, qui est un bien, qui est une bonne chose, mais qui ne suffit pas au domaine. Il faut toujours se souvenir que les GAFA, c'est formidable en matière de boursière, mais c'est 5% du PIB américain. C'est pas comme ça qu'on fait une économie. Et deuxième aspect, on redonne à chacun des ministères le pouvoir en réalité d'adapter qui à la modernisation de l'action publique, qui à la formation, sujets tous très importants, qui à la capacité finalement d'avoir des compétences qui sont des compétences et des qualifications qui permettent de résoudre notamment ce problème des emplois non satisfaits, qui serait aujourd'hui sa dernière hypothèse que nous avons sur cette énigme du délitement de l'économie de l'industrie française, qui serait la raison ultime. Moi, je plaide, on l'appelle comme on veut, on l'appelle ministère des nouvelles technologies et de l'industrie, du système productif, on trouve les termes qui fassent le plus moderne possible, mais je suis convaincu qu'il faut qu'il y ait à un moment déterminé un acteur qui soit porteur de ce qu'est ce problème en réalité majeur de notre économie, qui porte les intérêts, qui le défendent, qui explique que c'est pas obligatoire que Albert Frère impose que Lafarge aille chez Holcim, que ça n'est pas obligatoire que on démantèle définitivement la compagnie générale d'électricité en faisant cette malheureuse affaire d'Alstom Siemens, sachant que des positions peuvent être opposées, mais qu'il est normal et logique qu'on ait un lieu qui soit un lieu normal de décision et de discussion. Je termine en disant que je plaide également pour que le débat économique se déporte quelque peu. Nous avons beaucoup travaillé tous sur la réforme de la zone euro. La réforme de la zone euro, personnellement, moi j'en ai par-dessus la tête. Je veux dire, on répète inlassablement les mêmes choses. Quand vous regardez ce qui a été écrit, à part le livre qui va être traduit de l'anglais par mon camarade Lionel, et que nous attendons pour la fin de l'année, ce qu'il m'a promis, il n'y a plus une seule étude
pas une seule étude sur les sujets industriels, pas une seule. Et vous voyez bien qu'on a accumulé, c'est comme ça que je termine, toutes les strates d'explication. Je vous rappelle que pour le délitement de l'industrie française, comme les économistes sont assez, j'allais dire, vigoureux sur le plan de la pensée, nous avons expliqué que c'est un problème de compétitivité, nous avons expliqué que c'est un problème de financement, nous avons expliqué que c'est un problème de fonds propres, nous avons expliqué que c'est un problème de qualification. Nous avons expliqué que c'est un problème d'innovation. Nous avons expliqué que c'est un problème en réalité de faiblesse du niveau technologique de nos industries. En réalité, nous sommes incapables de sortir une espèce de vision cohérente de ce sujet-là. Il est vraisemblable que toutes ces explications sont justes, mais laquelle permet en réalité de comprendre ce que nous devons faire dans les années qui viennent. Pour ça, il faut avoir un débat, des travaux, il faut réfléchir, et c'est pour tout cela que je plaide.